Nous sommes sur la presqu'île de Saint-Tropez, dans le département du Var. Alors vous verrez, là, quand on arrive en haut, ça va vraiment être spectaculaire. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 84. Pour arriver à 130 mètres d'altitude. Et ben voilà, là on est au sommet du phare de Camara. On peut admirer ce magnifique panorama là, qui nous montre les îles là-bas au loin, le Levant, Porquerolles, et puis Porquerolles qui est vraiment beaucoup plus à l'ouest, là-bas à droite, et qu'on ne voit pas d'ici, quoi. Un balcon de rêve sur le spectacle de la nature, avec ses calanques, ses criques sauvages, ses plages de sable blanc et ses eaux turquoises. Le Var, au cœur de la Côte d'Azur, c'est le département qui possède la deuxième plus grande forêt de métropole, juste derrière les Landes. Un aspect encore sauvage par endroits, mais la beauté des lieux attire de plus en plus de monde. Moins urbanisé que ses voisins, les Bouches-du-Rhône ou les Alpes-Maritimes, le Var compte près d'1 million d'habitants. Voilà ce magnifique bureau qui est le mien un peu tous les matins, là, et qu'on s'emploie à protéger. Parce qu'il est menacé. Alors il est menacé, oui, il y a des menaces, voilà. Il faut toujours veiller aux usagers, aux pollutions, aux incendies. Donc voilà, ça c'est notre travail quotidien. Dès l'été, les pompiers sont sur le qui-vive. Les plus anciens se souviennent du méga-feu de 2003 qui avait détruit 19 000 hectares. Aujourd'hui, les services de secours disposent d'outils pour simuler des incendies de grande ampleur. Mais pas seulement, des crues torrentielles également. Le fleuve de l'Argence déborde régulièrement. Agriculteurs ou exploitants de camping, ils cherchent tous à s'adapter au mieux aux sautes d'humeur de l'Argence. Idée recyclée ou révolutionnaire, ici, on ne reste pas les bras croisés. Face au changement climatique, on s'adapte. On a été au fond du ravin avec des moyens importants, récupérer ces troncs. Vous avez là une châtaigneraie entière. Magnifique. Dans le Var, certains ont compris qu'il fallait changer de monde et de paradigme. Une nouvelle ère pour un territoire qui devient de plus en plus résilient. Un modèle pour d'autres départements français. Notre première étape, le Cap Lardier, au cœur du parc national de Porquerolles. Pierre Lacosse, gardien des lieux, n'arrive toujours pas à se remettre de l'incendie de juillet 2017. Là, je vous emmène ici parce que le feu, il a démarré là, dans ce vallon, là. En 8 minutes, il était en haut de la crête et il nous débordait les secours. On savait qu'il allait tout brûler. En moins de 48 heures, 550 hectares partent en fumée, l'équivalent de 800 terrains de football. Depuis un bateau, l'image de l'incendie est encore plus impressionnante. Une richesse patrimoniale que les pompiers, malgré leurs efforts, ne pourront pas protéger. Là, c'est pas bon, là. Ouais. On se barre, on se casse. Ouais. Les gars, coupe, on se casse. Ouais, on se casse. À ce moment-là, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas agir. Et on sait ce qu'on est en train de perdre, en fait. Nous, on fait tout pour que ça n'arrive pas. Toute l'année, on travaille pour débroussailler, pour informer les gens, pour faire de la répression si besoin. Et là, en quelques minutes, vous êtes en train de réaliser que vous allez perdre le bénéfice de décennies de travail, en fait. Et au lendemain,
n'y a plus rien. C'est la lune, c'est vraiment la lune, quoi. Tout est poussiéreux, tout est silence. En fait, la vie a déserté complètement cet endroit-là, alors que vous, vous travaillez pour la vie sauvage, pour la vie naturelle qui s'exprime là, dans la flore, dans la faune. Et là, il n'y a plus rien du tout, quoi. Voilà. Et ça, c'est très, très compliqué à vivre. Sur ces images aériennes, on voit que les seules zones épargnées, ce sont les résidences, nichées dans les collines. C'est toujours la priorité des pompiers. Au Cap-Lardier, de rares villas. Mais le site aurait dû devenir un ghetto pour riches. Là, on est en train de rouler sur ces grandes pistes qui sont très larges, là, celle qui fait notre axe principal de circulation. En fait, ce sont des pistes qui ont été créées au moment où il y avait un gros projet d'urbanisation sur le site du Cap-Lardier. Et en fait, ça devait être la route principale qui desservait les différents lotissements et le port qui devait se trouver à Jova à la fin des années 60, début des années 70. Et puis en fait, tout ce projet immobilier est tombé à l'eau. C'est le Conservatoire du littoral qui a pu racheter pour le soustraire définitivement à l'urbanisation. Depuis 1978, le Cap-Lardier est protégé de l'appétit des promoteurs immobiliers. Mais il reste sous la menace des flammes. En suivant Pierre, on se rend compte que cet écosystème n'a guère besoin de l'homme. La nature peut renaître de ses cendres. Et les preuves de ce retour à la vie, Pierre, l'ange gardien du parc, les trouve partout. Alors je vous présente la veuve noire, là. C'est un chêne-liège, comme on en a quelques-uns ici, qui a été protégé par son liège, justement, quand ça a brûlé. Il a isolé les bourgeons des flammes. Et le chêne-liège, vous voyez que quelques semaines après l'incendie, il a commencé à refaire plein de branches et à faire un arbre assez vert, alors qu'on était encore en mode lunaire, quoi. Dans cette période, seules les abeilles sauvages font leur réapparition. Des sentinelles qui sont d'excellents indicateurs de retour à la vie. Depuis l'incendie, régulièrement, une équipe d'experts revient dans le parc pour recenser les abeilles. Encore faut-il les reconnaître. Et pour ça, il y a un spécialiste dans l'équipe. Ah, vous avez pris quelque chose? C'est Anthophora retusa, un mâle d'Anthophora retusa. Et je pense que c'est nouveau pour le parc. Ouais. Ça fait déjà 2 jours qu'on chasse ici et c'est le premier qu'on capture en 2 jours. Donc c'est une capture intéressante qui est dispersée, qui n'est pas une espèce très commune. En France, on a 985, 988 espèces d'abeilles. Tous les ans, on en découvre des nouvelles. J'en connais bien 900. Menacées ailleurs, elles profitent ici, au bord de la Méditerranée, d'un climat idéal pour s'épanouir et se reproduire. Elles ont fui le feu, mais par contre, 3 semaines après, alors que tout était noir et qu'il n'y avait pas une seule fleur, on avait déjà des espèces en train de prospecter, voir s'il y avait quelque chose de fleuri. Tout était noir et il y avait quand même des abeilles. Le feu agit aussi comme un régénérateur. Après son passage, des graines ressurgissent et font des petits. Miracle de la nature. Un incendie, c'est comme un grand tableau où vous effacez tout ce qui est écrit dessus et pour vous recommencer une nouvelle histoire. Dans ce grand tableau qui est le site, là, vous redémarrez à zéro et toutes les graines qui étaient enfouies dans le couvert forestier, mais qui attendaient une perturbation pour s'exprimer. Par exemple, cette petite plante là, il y a des endroits où elle est apparue alors qu'en milieu forestier, on ne l'a jamais. Donc il a fallu que les graines qui étaient tombées là il y a des fois des décennies soient mises en lumière et ça c'est l'incendie qui l'a permis. Dans ses déambulations, Pierre est régulièrement surpris par l'environnement qui renaît. Voilà, alors là je vous présente la barbe de Jupiter. Ça, c'est une de nos plantes fétiches ici au Cap-Lardier, là, qui est très rare, qui est protégée en France et qu'on ne trouve pas dans tous les milieux et qui a très bien résisté à l'incendie. On en a un peu plus depuis que ça a brûlé qu'avant. Voilà.
C'est très soyeux, hein. Il y a des tout petits poils qui sont très appliqués sur les feuilles. Et du coup, ça donne un côté vraiment soyeux. Dans ce bel inventaire, il y a aussi ces plantes parasites qui empêchent la multiplication des espèces, signe pourtant de richesse de l'écosystème. Ici, l'ennemi, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est le mimosa. Alors les filles, ça, faut me le manger, ça, là. Ça, c'est le mimosa. Ça, vous pouvez le manger. L'espèce n'a rien d'endémique. Elle est arrivée ici, il y a plus d'un siècle et demi, d'Australie. C'est des plantes invasives. C'est même des plantes en catégorie majeure, parce qu'elles sont capables d'étouffer absolument tous les autres végétaux. Et en plus, elles sont très très inflammables. L'été, il y a un vrai problème de sécurité publique avec ces espèces. Lutter contre les feux de forêt, c'est l'affaire de tous. Dans le Var, les risques sont réels et des propriétés viticoles prennent ce fléau à bras-le-corps, comme le domaine de Léhoube. Jean Dubil, ancien militaire et intendant du couple Chirac à l'Élysée, sait que dans la guerre contre le feu, mieux vaut prévenir que guérir. Donc ici, nous avons une photo qui représente la propriété, 560 hectares. Donc cette fameuse nuit-là, le feu, avec des vents violents de plus de 130 km/h, a traversé le barrage du Trapon et est venu se fixer sur nos terrains. Le vent, c'est le Mistral. Ici, il est capable de tout. Cette nuit-là, il aurait pu aggraver la situation. Ce qui nous a sauvés en fin de nuit, c'est les vents tournants ont poussé le feu vers la partie château. Mais comme vous le voyez, nous avons nos vignes qui sont d'excellents pare-feu. Ça a pu en partie stopper le feu et éviter une progression trop rapide jusqu'à la mer. Le domaine est composé de 70 hectares de vignes et 25 d'oliveraies. Une exploitation qu'il faut protéger. Ces camions-citernes ont été rachetés aux pompiers. Inédit dans un domaine privé où des exercices sont régulièrement organisés. Bon les gars, quand on arrive sur site, vous me positionnez sur la droite. Et vous déroulez immédiatement la petite lance, vous mettez en position pour neutraliser un feu. Trois hommes sont formés pour les utiliser. Ils connaissent la propriété sur le bout des doigts. 560 hectares avec des chemins qu'ils empruntent chaque jour. Ce dispositif inédit dans le Var est parti d'un constat assez simple. On s'est aperçu lors de ces incendies que malheureusement les services de l'État étaient submergés et nous avons préféré maintenant anticiper la chose. Mais pas question de se substituer aux soldats du feu dont c'est le métier. Il est bien clair que nous ne sommes pas là pour remplacer les services de l'État mais pour apporter un support supplémentaire. On l'a vu lors des gros incendies de 2017, c'est arrivé de nuit avec un vent violent donc il faut être prêt à tout moment. Réactif et toujours aux aguets, Jean Dubil ne se fait pas d'illusions. Avec le réchauffement planétaire, les menaces d'incendie seront plus fortes. Il y a une vraie crainte parce que la pluviométrie baisse d'année en année, les étés sont de plus en plus secs et chauds, donc il faut être prêt à préserver tout cet ensemble. Allez les gars, fin d'exercice, c'est bon, on peut remballer. Dès que la saison estivale démarre, la vigilance est accrue, surtout que le domaine est classé site remarquable, d'où les chantiers de débroussaillement qui ont lieu sur toute la propriété. Sandy supervise ces travaux qui ont lieu 6 mois dans l'année. Ça évite, en cas de mégots jetés par inadvertance le long des routes, que la forêt s'embrase. Donc on maintient tout le temps une végétation très rase pour éviter tout risque d'incendie. Alors l'hiver, ça se ralentit. Par contre, à partir du début du printemps, on maintient ça jusqu'à l'arrêt de la végétation. Le domaine est entièrement bio. Du vin, de l'huile d'olive, l'objectif est de développer une activité qui serve d'exemple pour tous les professionnels du secteur,
sans prendre le moindre risque de voir leurs efforts ruinés en moins de 24 heures. Je vous amène ici parce que c'est une zone qu'on a débroussaillée cet hiver pour protéger les bâtiments qui se trouvent derrière. Le but étant de laisser certains bosquets et de créer de grosses ouvertures. Si jamais ça prend feu, on a des petits pare-feux naturels. On nettoie les bosquets. Donc les bosquets étaient comme ça à l'origine, plein de branches sèches. Toutes ces branches sèches qui peuvent prendre feu et propager le feu de partout. Donc on crée des clairières qui sont débroussaillées, qui vont se transformer en enherbement, qui vont faire des petits pare-feux naturels. Et pour pas tout casser, on laisse des bosquets. Les branches de pin ont été élaguées. Nous avons enlevé toutes les branches basses de façon à ce que s'il y a un départ de feu, il ne se propage pas aux branches du haut. Parce que là, vous avez des vraies bombes à retardement, c'est des résineux. Une fois que la résine prend feu et que les pines de pin prennent feu, elles peuvent se propager de partout. Et là, on se retrouve avec un incendie général. Sandy s'adapte aux enjeux du domaine, mais elle n'en oublie pas que la terre réserve bien des surprises. C'est des asperges sauvages, super bon en omelette. Il y a pas mal de petites choses qu'on trouve en forêt dont on peut se servir. C'est un petit peu le but. Qu'est-ce qu'on peut ponctionner à la nature sans l'impacter? On s'en occupe et elle s'occupe de nous. L'été, certains ne se préoccupent ni de la nature, ni du danger d'un mégot mal éteint. Nombreux points sensibles menacés, flanc gauche en évolution libre. C'est bon les gars, on est en place. Mobilisation générale, chacun à son poste. Le Mistral souffle fort, le feu se propage vite. Ici, on a X1, X2, X3. Sur le terrain, les équipes paraissent débordées par la vitesse des flammes. Il faut agir et réagir rapidement. Ouais, mais il descend et on n'a pas grand chose à faire si ce n'est que défendre les points sensibles. Affirmatif, on vient d'arriver, là on va se déployer. Pour ton info, je fais engager tous les moyens aériens sur ton flanc. Les Canadaires, il y en a 4, mais moi j'en veux 4 de plus. Derrière, c'est que du massif. Énorme. Avec quasiment aucun accès. Je n'ai pas de victimes, mais pour l'instant pas de maison de brûlée qui me soit remontée. Mais c'était très très difficile, là la lutte est dure. Coordonner tous les services de secours, terrestres comme aériens, c'est là que tout se joue. Nous sommes au PC de commandement des opérations. C'est bien reçu. Tout est orchestré, organisé pour éviter des drames. Ce n'est qu'un exercice virtuel, une simulation très proche de la réalité des tragédies qui se jouent dès les premières grosses chaleurs dans le Var. Et ce simulateur nous permet de mettre plus de 200, 250 engins, l'équivalent de 800, 1000 sapeurs-pompiers, une dizaine d'avions si on veut. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être dans des conditions réelles matérielles. Notre objectif ici, c'est de mettre en place le commandement, l'organisation. Et pour ça, à partir du feu, on simule tous les moyens qui arrivent. Inédit en Europe, ce centre de simulation permet aux patrons pompiers de se former au mieux en multipliant les scénarios. Le colonel Groin sait qu'il dispose ici de moyens considérables, jusqu'à l'utilisation d'avions bombardiers d'eau ou d'hélicoptères de surveillance. Dans un feu de forêt, l'outil hélicoptère est primordial. Primordial pour le commandement et primordial pour la sécurité. Parce que de haut, on voit si notre personnel se met en danger ou pas. Ce jour-là, dans une autre salle, des officiers vivent également des situations qui peuvent être traumatisantes. Scénario du jour, une équipe de pompiers est prise au piège par le feu. C'est bon les gars, y a-t-il fait de suspense? Ouais, je demande à l'organe de sécurité de chiffrer dans un danger, le feu est très fort sur la position. Et tous les personnels dans les cabines et les autoprotections sont reçus. Okay. On recrée en fait l'atmosphère et l'organisation d'un vrai feu de forêt. Ce sont des exercices qui durent 2h30, 3h par exercice. Et je peux vous dire qu'au bout de 3 heures, vous avez la fatigue identique à ce que vous auriez eu sur un feu de forêt, tellement la pression est importante. Avec ce dispositif, le colonel Groin peut modifier les paramètres à sa guise. On peut très bien mettre ce feu à 7 km/h. On peut très bien aussi faire en sorte que ce feu fasse beaucoup d'hectares. Et donc on aille au-dessus des 10 000 hectares sur lesquels on parle de méga-feu.
Pour l'instant, en France, on est encore épargné par ces méga-feux que connaissent nos collègues australiens, américains. Nous, les méga-feux, chez nous, c'est à peu près 10 000 hectares. Nous en avons eu en 2003, les prémices. Madame, vous allez où, madame? Je cherche mon mari. Il a été évacué, vous inquiétez pas. Allez, faut y aller, madame, vous allez où? 2003, un été de braise, un été meurtrier avec 4 victimes et 62 000 hectares brûlés dans le Midi, dont 19 000 rien que dans le Var. Un feu d'une ampleur jamais égalée. On a essayé, on l'a maintenu. Bah, plus d'eau, nous est passé devant, nous est passé derrière. Avec la hausse des températures, le colonel Groin prépare ses troupes à des incendies qui seront encore plus gigantesques. On s'aperçoit que les conditions climatiques changent et donc de ce fait, on ira vers les méga-feux, les feux plus importants, tout en gardant notre stratégie, en l'adaptant de façon à ce que nous puissions être très efficients sur ces feux de dimension hors norme par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Le changement climatique fait feu de tout bois. Pour les pompiers, il faut intervenir sur différents fronts. L'hiver, ce sont les crues torrentielles qui mobilisent les casernes. Ici, un fleuve est plus capricieux que les autres. Il porte bien son nom. L'Argence fait la richesse de la vallée. On dit même ici que l'argent coule à flot. Au pied du rocher de Roquebrune, il irrigue les plaines agricoles qui font le bonheur de la famille de Sébastien Perrin. Il a pris la suite de son père qui lui-même avait pris le relais de ses parents. On a le privilège de vivre dans ce panorama de rêve. Regardez, on est entouré, les Maures, les Stérels, la Côte d'Azur pas très loin. On a le bonheur depuis le XVIe siècle de travailler la 3e plaine la plus fertile d'Europe. Grâce à ce fleuve, l'Argent, qui paraît si paisible en apparence. Il faut imaginer l'enfer quand il déferle environ 1,50 m d'eau à des vitesses folles et qui couche l'ensemble de nos productions, qui fauche à peu près tout à son passage. Des inondations récurrentes, avec à chaque déferlement des flots des dégâts considérables, tant dans les champs agricoles que dans les zones urbaines. 4 déluges, dont un en 2010, qui a provoqué la mort de 23 personnes à Draguignan. Les menaces du fleuve restent fortes. Il peut créer, comme là, par exemple, une brèche. Prochaine crue, ça va s'ouvrir. Les flots vont s'engouffrer. Et mon exploitation, qui est juste en aval, va sûrement enregistrer encore d'énormes dégâts. Au pire, sur mon exploitation, elle est montée jusqu'à 2,20 m de haut. Je fais 1,80 m, ça fait à peu près ça. Et ça peut tout dévaster en quelques heures, végétaux, animaux. Et ensuite vient la reconstruction. L'éternel recommencement. Un petit peu le mythe de Sisyphe, on va dire. Et quand ce n'est pas l'eau, c'est le gel qui compromet les récoltes. C'est arrivé en 2020, puis en 2021. Le 8 avril, de 5h30 du matin à 7h, les températures sont descendues à moins de 3 degrés Celsius. Une cuvée réduite de moitié et la prochaine n'est pas garantie. Aujourd'hui, vous pouvez constater, il ne reste plus que 1, 2, 3, 4 bourgeons viables. Tout le reste a complètement séché, brûlé. Ah, donc là, les 2 bourgeons naissants ont complètement brûlé, vous voyez, et il reste que ce qu'on appelle le contre-bourgeon qui ne portera peut-être pas de raisin. Et cette année, il faudra compter sur au moins, du moins pour cette parcelle, 50% de perte minimum. Quand on sait que le bénéfice est 35%, on va manger des ronds sur cette parcelle. Le moral en prend un coup. Ça fait partie de notre métier, mais lorsque ça arrive coup sur coup, plusieurs années de fil, ça commence à être fatigant. Sébastien ne baisse pas les bras. Le terroir est riche. Selon lui, il faut trouver des cépages plus résistants. Il faut aussi s'adapter. Et c'est ce qu'il fait en s'inspirant de ses aïeux qui plantaient des arbres fruitiers au pied des vignes. Alors cette plante à côté, c'est de la facélie. C'est une plante mellifère, c'est-à-dire qu'elle produit du nectar. Et les abeilles en raffolent. On a choisi d'implanter cette plante au milieu de nos vignes afin de pouvoir avoir 2 récoltes sur la même parcelle. Ce qui nous permet, les mauvaises années, d'essayer de se rattraper, soit sur le miel, soit sur la vigne,
mais d'avoir au moins toujours 2 sources de revenus sur la même parcelle. Cette méthode, les anciens la pratiquaient avec des pêchers ou des pruniers. Du 2 en 1, là aussi. Alors nous, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, avec la mécanisation, c'est plus possible d'avoir des arbres au milieu des vignes. Donc il a fallu s'adapter. Donc on a choisi cette solution, d'avoir une production de miel plutôt qu'une production de fruits. Un nouveau métier. L'idée est de développer cette activité avec une 40aine de ruches. Alors voilà, là on vient de poser la haussette pour le début de la production. Donc ce sont de jeunes essaims qui sont là depuis 3 semaines. Voilà, et là on peut constater que le corps de la ruche est quasiment plein. Donc il se développe très très vite. Voilà, là on voit que la reine a pondu, qu'il y a un petit peu de nectar qui rentre, ça commence doucement. Voilà, on a les abeilles qui sont en train de naître. Donc on voit que là, ça y est, la reine a bien pondu. Et doucement, la mielée va commencer. Il existe d'autres avantages à développer l'apiculture. Un atout plus surprenant pour l'environnement. On limite nos interventions afin que l'osmose entre l'abeille et la vigne soit parfaite. Donc en clair, on a banni les désherbants de notre exploitation et on réduit au strict minimum les interventions phytosanitaires contre les champignons de la vigne. Autre avantage, miel et raisins sont complémentaires. En cas de sécheresse, les vins sont meilleurs. Les années pluvieuses, les abeilles sont plus efficaces. Sébastien sait que son exploitation et celle de ses collègues ne pourront survivre sans un engagement de l'État à investir dans la recherche. Un message qu'il martèle ici au préfet du Var. Monsieur le préfet, là on voit les pêches, les anciennes fleurs et les fruits qui ont complètement brûlé. Il faut vraiment qu'on aille au-devant de la recherche pour trouver des solutions techniques pour fournir ces marchés locaux. Aujourd'hui, je pense que l'agriculture est peut-être le secteur de la recherche où on investit le moins, alors que c'est la sécurité alimentaire du pays. C'est une réelle question. Au moment, l'alimentaire, c'est quand même la survie de l'humain. Je ne vois pas pourquoi on chipote et on serre les vis sur cet enjeu. L'autre enjeu important, le risque de voir ces terres agricoles abandonnées au profit de constructions illégales. Ici, on appelle ce phénomène la cabanisation. Pour s'en rendre compte, il suffit de suivre le cours de l'Argence. Difficile à voir à hauteur d'homme, mais cette image aérienne montre les terrains squattés. Des constructions dans des zones inondables. Michel Raffaelli en découvre régulièrement. Ça, ce sont des cabanons extrêmement anciens, composés de vieux mobil-hommes sur des terrains agricoles. Et curieusement, ça ne dérange pas l'administration. Je ne pense pas que ce soit autorisé. C'est du gardiennage de caravanes et de bateaux en zone agricole. Ça, c'est le style de produit qui aboutit dans l'Argence et qui crée des embâcles. L'État ne fait rien et là, ça va être tout emporté s'il y a une crue et ça va créer des embâcles. À certains endroits, il y a également des déchetteries sauvages, alors qu'il y a une biodiversité importante. Vous voyez, on est dans une zone totalement protégée, on entend les oiseaux, mais derrière viennent d'être installées 200 caravanes de gens du voyage, avec toutes les nuisances écologiques et pollutions que ça crée, et qui vont rester là un certain nombre de semaines dans une zone Natura 2000 et sur des terrains agricoles. Et dans une zone inondable, c'est-à-dire que si demain il y a effectivement une vague, on va retrouver tous ces hébergements, on va les retrouver dans le fleuve et dans la mer, après avoir bouché le pont de l'Argence. Les embâcles, ce sont ces bouchons créés par des caravanes ou des voitures qui provoquent des dégâts un peu partout. En 2014, des dizaines de bungalows avaient été ballottés par les eaux. Effet dévastateur. 7 ans après, rien n'a changé. Nous sommes allés voir le préfet du Var, qui avoue à demi-mot la difficulté de sa tâche. C'est compliqué pour l'État parce que ça suppose une surveillance de tous les instants. Et on n'a pas forcément les moyens de mettre un agent de l'État ou un agent assermenté tous les jours au même endroit.
peux vous citer des exemples sur le Faron où, après une action déterminée de l'État, après des ordonnances visant à démolir les constructions, celles-ci ont été reconstruites. Donc c'est une sorte de chantier qui n'en finit pas, une sorte de tonneau de Danaïde, on n'a pas plutôt rempli, qui est déjà vide. Donc, Difficile dans ces conditions de rassurer tous ceux qui vivent sur les bords du fleuve. Une crue torrentielle peut encore avoir lieu. Et Michel Raffaelli en connaît le prix. La dernière lui a coûté 9 millions d'euros. La note aurait pu être plus salée sans ces constructions sur pilotis. Alors voilà, en 2019, l'eau est arrivée là, jusqu'à cette hauteur. Elle est passée entre les pilotis. Elle n'a fait aucun dégât, dans la mesure où c'est construit avec des bureaux d'études d'ingénieurs, bien sûr. Et la réponse à l'inondation, c'est ce type d'hébergement, parce qu'il n'y a aucun dégât pour l'environnement et aucun dégât pour l'exploitant. Mais c'est une réglementation qui n'est plus adaptée aux problèmes actuels, surtout en zone inondable. Michel Raffaelli peste contre l'administration qui lui interdit de construire plus de 20% de bungalows de ce type. Des chalets qui sont pourtant parfaitement adaptés au lieu. Ça doit être rageant. C'est vrai qu'effectivement, c'est difficile d'admettre que lorsqu'il y a des solutions évidentes en termes de sécurité des utilisateurs, sécurité pour l'environnement, qu'effectivement, la machine administrative ne puisse pas aller plus vite. D'autant plus rageant que Michel Raffaelli lance un nouveau concept de camping haut de gamme. Un écolodge respectueux de l'environnement. Ici, on cherche à concurrencer les palaces de la Côte d'Azur avec une offre plus familiale. Tous les bungalows sont parfaitement intégrés à la Pinède. 21 hectares de parcs classés refuge naturel pour la protection des oiseaux. Mais comment éviter la casse en cas de nouvelle inondation? Michel Raffaelli a fait appel à Yann Krief. C'est lui qui a développé avec son équipe un nouveau dispositif anti-crue. Les premiers, ils glissaient bien? Ouais. La parade, ce sont ces flotteurs qui sont installés sous le mobil-home qui peut faire jusqu'à 10 tonnes. L'eau arrive, elle fait s'élever le mobil-home. Le mobil-home s'élève comme un bateau qu'on aurait laissé sur le sol. Voilà, l'eau monte et le mobil-home monte simultanément. Procédé simple, mais il a fallu d'abord le tester en piscine. Démonstration. On a fait monter le mobil-home, on l'a fait flotter, on est rentré à l'intérieur à 6 ou 7 personnes. Et voilà, on a la stabilité d'un bateau. Encore faut-il qu'il reste à sa place. Pas question qu'il aille fracasser d'autres bungalows ou qu'il soit emporté par les flots. Alors on a imaginé un système qui est ici, avec un tube de guidage et une coulisse. Donc quand les eaux vont arriver, le mobil-home va s'élever, il va coulisser le long de ce tube, venir en butée s'il y a besoin, il peut monter jusqu'à 2,50 m, à savoir qu'ici on a eu des inondations jusqu'à 1,70 m la dernière fois, et il va se reposer exactement où il a démarré. Coût de l'installation, entre 8 et 10 000 euros par bungalow. Quand Michel nous a parlé de sa problématique, tout de suite on a été sensible à ça et on a vite trouvé une idée. Et je pense que c'est la solution, en tout cas dans ces secteurs inondables, pour sauver l'activité, sauver les campings et peut-être un jour sauver des vies si on arrive à faire valider le système pour garder les gens à l'intérieur des mobil-homes en cas d'inondation. Le système a déjà été mis en place sur 140 bungalows. Et ce sera le premier camping au monde avec un parc complet qui pourra flotter en cas d'inondation. D'ici à 2025, Michel Raffaelli veut créer 20 établissements du même genre. L'idée est de modifier l'approche du tourisme de plein air
en imposant un concept haut de gamme, mais surtout de trouver un modèle plus adapté aux enjeux de demain. Depuis les années 60, le département du Var connaît un véritable boom touristique et économique. Des lieux sauvages comme ici, au pied de l'Estérel, sont plus urbanisés. Rien à voir toutefois avec ses voisins des Alpes-Maritimes, plus densément peuplés, mais l'urbanisation gagne du terrain. Pas partout, heureusement. Entre les communes de la Garde et du Pradé, il y a un lieu sauvage qui aurait pu disparaître sous le béton des promoteurs immobiliers. C'est aujourd'hui un sanctuaire pour la faune et la flore. Un petit paradis pour les ornithologues et les chasseurs d'images. C'est aussi l'aboutissement d'un long combat porté par Patrick Péquignot et le conseil départemental. Les convoitises étaient nombreuses avant qu'on puisse se rendre propriétaire de ce site-là. L'urbanisation était toute proche, la tentation était grande, le site étant complètement plat, connecté à tous les réseaux, de venir construire ici. Et c'est justement ce à quoi on a voulu mettre un coup d'arrêt. 20 millions d'euros, près de 30 ans de combat. Jusqu'au début du XXe siècle, il n'y avait là que des champs agricoles et des terres inondables. Aujourd'hui, en cas de crue, c'est un bassin de rétention naturelle. En cas d'inondation, l'eau monte assez rapidement, puisque lors de la crue centennale de 1978, on avait plusieurs mètres de hauteur d'eau. On se déplaçait en bateau sur le plan, et donc toutes les prairies sont recouvertes jusqu'aux portes de l'urbanisation. Et si ça se reproduisait? Sur la zone du plan, on arrive à stocker plusieurs milliers de mètres cubes qui permettent justement que cette eau stagne ici plutôt que d'aller envahir les zones urbanisées de la Garde du Pradé ou de Toulon. Donc finalement, elle se comporte comme un vaste réservoir qui protège les populations. Quand il évoque ce lieu unique de 135 hectares dans le sud de la France, Patrick Péquignot sort l'artillerie lourde. Alors on pourrait se croire dans le Central Park varois, puisqu'on est vraiment aux portes de l'urbanisation qui nous ceinture complètement. Et on est vraiment dans un petit bout de campagne en plein milieu de la ville. Nous partons sur la presqu'île de Gien. Préserver le patrimoine, c'est aussi le credo de Patrice Reich. Engagé sur tous les fronts, il se bat ici pour redonner vie à d'anciennes embarcations provençales. Derniers ajustements sur une réplique d'un bateau de la fin du 19e siècle. Une embarcation à voile latine qui, dès cet été, fera découvrir aux touristes la beauté du littoral et aussi les dangers qui le menacent. Sur la presqu'île de Gien, ils sont nombreux. Nous sommes ici sur l'un des rares doubles tombolos au monde. C'est l'angle de sable qui relie le continent à la presqu'île de Gien. Un phénomène géologique unique en Europe. C'est une île raccrochée au continent. Il y a 4 km de bande de sable là. Donc c'est un territoire très fragile qui est aussi mis en danger par la nature puisque le niveau de la mer monte et la mer, c'est pas une piscine. Il y a des vagues, ça passe tout par-dessus. Voilà, on va pouvoir s'arrêter là. Il y a un petit observatoire qui nous permet de voir un peu, prendre de l'altitude. De la hauteur pour découvrir une lagune de plus de 500 hectares. Un ancien marais salant qui est aujourd'hui une réserve naturelle. Vous voyez, on est dans un site exceptionnel. Là. Il y a un observatoire qui a été construit, réalisé par une association de Gien. Parce qu'ici, quand même, c'est un endroit de migration pour les oiseaux. Il y a 250 espèces d'oiseaux qui viennent, bien sûr, en fonction de la salinité des différents bassins. Donc c'est très, très riche. Et les plus réputés, bien sûr, dans le coin, sont les flamants roses. C'est un endroit assez magnifique, assez exceptionnel. Exceptionnel, mais d'une grande fragilité, au point que certains imaginent le scénario le plus extrême. S'il n'y a plus de tombolo, Gien redevient une île, ce qui a été il y a 18 000 ans. C'est possible à votre avis aujourd'hui? Ah oui, puisque celui-ci est vraiment en péril. Dès les premiers beaux jours, la route est envahie. Jusqu'à 13 000 véhicules du matin au soir. Il faut dire que le site est très prisé.
surtout pour le kitesurf. L'été, les conditions sont idéales pour la pratique des sports de glisse. Mais l'hiver, la plage de l'Almanar est menacée par les vagues qui viennent rogner le cordon dunaire. Dans la situation actuelle, il n'y a que deux solutions. Ou on met des digues sous-marines, mais tout le long du tombolo, pour essayer de freiner le système, ou alors on prend tout à fait notre voie, on recule et on fait une voie qui ne serait utilisée que par les piétons et les vélos dans un site merveilleux. Les élus locaux préfèrent les digues sous-marines. En voici qui ont été mises en place dans une autre commune du Var, Aureilloles. L'objectif est de limiter l'érosion, mais l'expérimentation est loin de faire l'unanimité. Vous préférez quoi? Moi, franchement, j'en profite déjà l'hiver, je préfère la seconde solution. Ici, tout le monde pourrait profiter d'un endroit fantastique, dans le calme, dans un paysage magnifique. Un paysage qui n'a plus rien à voir avec celui de son enfance. Là, voilà, on est au-dessous du village, et on s'aperçoit donc qu'on a donné beaucoup de permis de construire. Alors, c'est tous des immeubles, mais il ne faut pas se leurrer. C'est des immeubles touristiques, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vit à l'année. Il faut dire que dans l'urbanisation, là où il y a une maison, on peut faire un immeuble. Ce qui fait que les terrains, quelqu'un qui a une maison, il va, mettons si elle vaut 500 000, 600 000 euros, on va lui donner 1,5 million, 2 millions, et on va faire un immeuble dessus. À ses yeux, la presqu'île est en partie défigurée. Rares sont les quartiers à être épargnés. Il nous emmène ici, dans le petit port des Barques. Voilà un des rares accès au littoral. On peut descendre, mais il n'y a pas de littoral. Il y a des murs des deux côtés, pas de littoral. C'est ce qui est devenu normal, parce que bon, la mer est un peu montée, et les murs sont maintenant dans l'eau. Donc on passe plus. Voilà. Le sentier littoral s'arrête là. Hein. On n'ira pas plus loin. Ici, les baux indiquent des hangars à bateaux. Ce ne sont que des maisons et des chantiers en cours. Une fuite en avant que dénonce Jean-Pierre Girand, le maire de Hyères. Il y a eu une dérive incroyable. C'est comme en milieu agricole. Hein. On vous dit on fait un hangar agricole, puis on le conforte, et puis un jour c'est une villa. Et là, moi, il y a des permis de construire qui sont encore donnés. Pas par moi. Bon, écoutez, ils ont peut-être été accordés précédemment, mais je peux vous dire qu'il y a une vigilance absolue, et que même si je n'étais pas vigilant, mais je le suis, la loi littorale, les services de l'État nous conduisent aujourd'hui à avoir véritablement beaucoup d'attention. Et pourtant, les derniers permis de construire ont bien été délivrés par ces services. Patrice Reich et les membres de son collectif ont intenté une action en justice. Et là, ça continue, c'est reparti par là. L'urbanisation se poursuit. C'est quoi cette photo? C'est la presqu'île de Gier en 1958. Alors beaucoup de choses ont changé. La presqu'île de Gier était entièrement cultivée, hein, de l'est à l'ouest, et il y avait très peu d'habitations. Maintenant, tout ça s'est construit. La pinède de Tombolo-Ouest est entièrement construite, et là, tout ici, ce sont des lotissements privés. Et maintenant, ça s'accélère encore avec les derniers espaces au bord du littoral, comme ici, très près du littoral. On s'aperçoit que des cabanons deviennent des véritables maisons, et elles se densifient. Sur le domaine public maritime, a priori, aucune nouvelle construction n'est possible. Le sentier littoral est pourtant interrompu un peu partout. Théoriquement, une bande de 3 mètres doit être respectée. À la place, il y a des terrasses. En étant enfant, on a tous joué là. Et là, c'est tout un quartier qui, petit à petit, nous est interdit. Qui se privatise, qui est interdit. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que les gens viennent s'installer parce que c'est beau. Et total, ils enlèvent la possibilité des gens de voir que c'est beau. C'est-à-dire que de la route, on ne voit plus rien. De là, on ne peut plus passer. C'est-à-dire que là, il y a 2 km de côte qui sont privatisées complètement. Il y a des choses légales, des choses illégales, mais bon, actuellement, personne ne s'occupe de ça de manière continue, quoi. Voilà, donc il y a de moins en moins de place, jusqu'à ce qu'on arrive devant un mur infranchissable. Et nous, on croyait être protégés parce qu'on est site inscrit, site classé, grand site, dans l'aire du parc national. On n'est pas plus protégés que les autres. Voilà. Et c'est ça qui nous met un peu en colère, quand même. Il nous invite à nous rendre à la pointe ouest de la presqu'île. Dans un secteur classé, site protégé. Il est au cœur de la forêt littorale, avec au pied une crique sauvage. Et là, surprise, nous découvrons, grâce à cette image aérienne, un hameau avec des dizaines de cabanons et de maisons en dur. Difficile d'approcher. Le Conservatoire du littoral est propriétaire des lieux
et impossible pour ses responsables de démanteler la zone. Paradoxal quand on sait que la mairie d'Hyères a déposé une demande de classement de la presqu'île en grand site. Voilà ce que nous on appelle la folie, quoi. On a une île entourée d'eau et on ne peut plus l'approcher. Et on donne des autorisations de construction dans des endroits qui semblent impossibles. Sur la Côte d'Azur, certains ont décidé de mieux respecter l'environnement. À Ramatuelle, les élus ont lancé il y a 20 ans une action qui pourrait bien modifier le paysage du littoral varois. Et c'est sur l'une des plages les plus connues au monde que le changement s'opère. Pamplonne, plage mythique où tout a commencé avec le tournage d'un film culte avec Brigitte Bardot. Là, c'est la photo de la naissance du club, cette photo de 1955. Et puis, ces affiches du film « Et Dieu créa la femme ». Les deux photos sont d'ici. Et là, on voit très bien Brigitte, qui est la plus belle femme du monde. Hein. Cette ambassadrice qu'on ne peut pas rêver plus belle et plus représentative de l'état naturel de ce lieu. Un succès vertigineux avec des cabanes puis des restaurants en béton. En 2019, la plage est remaniée. Les anciennes structures sont démolies, pas de quartier. Et pour cause, chaque hiver, la plage est malmenée. Comme ici en 2011, une violence telle que des paquets de sable sont avalés par les flots. La majorité des touristes ne voient jamais ces épisodes violents. Ils ne voient pas non plus la plage débarrassée l'hiver de toutes ces infrastructures. Une plage quasi sauvage. 14 établissements sont installés sur le domaine public maritime. Tous les 6 mois, ils doivent être démontés et reconstruits. Nous sommes ici dans un site classé site naturel remarquable. Pour le transport sur la plage, par respect pour le sable de cette plage et pour cette plage de Pamplonne qui est classée site remarquable naturel, qui est pas mal, on effectue le transport avec des chevaux de trait. Quand vous avez une grosse grue industrielle et des engins énormes surdimensionnés, c'est sûr que c'est pas très romantique, indépendamment du côté destructeur. Ça ne fait que illustrer les dérives des activités humaines. Plus c'est gros, plus c'est puissant. Nous, c'est plutôt l'inverse. Ici, on veut être irréprochable, avec le recours à des artisans locaux. Et pour le travail du bois, des compagnons du devoir basés en Ardèche forment l'équipe du club qui prendra le relais dès l'année prochaine. Ce bois, il a une histoire. Hein. Il est issu d'une forêt dans le Piémont de châtaigniers qui a été emportée par un glissement de terrain. Et on a été au fond du ravin avec des moyens importants, récupérer ces troncs. Vous avez là une châtaigneraie entière. Magnifique. On leur a offert une deuxième vie et ils font œuvre utile alors qu'ils étaient morts. Magnifique. L'affaire est florissante, avec à la haute saison près de 800 repas servis par jour. Là aussi, l'argent coule à flot. Mais Patrice de Colmont dit recycler l'argent de ses clients. Qu'ils soient rassurés, nous on va en faire bon usage et on va essayer de faire des belles choses avec ça. Le propriétaire et sa famille servent des produits locaux et de saison, produits de Provence estampillés bio, et ils y tiennent. Et la salade du jour, vous voyez, c'est la salade de fèves des Bouisses. Les Bouisses, c'est notre propriété, notre ferme. Donc là, ce sont les fèves qui ont le plus bas coefficient carbone qui puisse exister sur la planète, parce que c'est là, derrière. La ferme est à moins de 3 km de la plage de Pamplonne. C'est la ferme du Vallon des Bouisses. Et voilà, on rentre dans notre petit vallon, là. Regardez-moi ça. On n'est pas bien ici? Pour lui, un avant-goût du paradis, un brouillon en quelque sorte. Là, c'est vraiment à 2 pas, la plage de Pamplonne. Là, c'est 3 minutes en voiture du Club 55, donc c'est vraiment proche. Et on a ce vallon, là, qui est quand même un vallon incroyable. C'est-à-dire que quand il pleut sur la propriété, toutes les eaux de ruissellement viennent de notre propriété. C'est-à-dire qu'on a la garantie qu'on ne subit pas de pollution du sol ici. Comme tout ça. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. Pas de produits chimiques, ni de machines. Il y a les oliviers,
Là, par exemple, tout ça, c'est des fraisiers. Hein. Là, artichaut, fier comme un artichaut. On sent la fierté d'être vivant. C'est puissant. Hein. Coucou Amélie. Regardez le travail. Les petites carottes. Donc là, vous avez les cébettes. Là, donc, les carottes. Ensuite, la chou rave, laitue, feuilles de chêne, coriandre, mesclun, le fenouil, les artichauts derrière, les pommes de terre qui sont en train de pousser aussi. Maître des lieux, Patrice de Colmont a un maître à penser, Pierre Rabhi, le pionnier de l'agroécologie. Je ne sais pas si on arrive à filmer l'odeur. On va le prendre aussi là. Hop là. Ça déménage. Hein. Franchement. Oui. Alors, il y a un truc qui est bien, c'est que les moustiques n'aiment pas beaucoup le basilic. Donc, ça évite de mettre des insecticides encore pour faire fuir les moustiques. Pour pas se faire piquer. Dans ce petit vallon, le domaine s'étend sur près de 6 hectares. Ici, on utilise un cheval de trait pour le labour des vignes, des oliviers ou du potager. Un seul credo, le respect du terroir et des techniques ancestrales. Oh là. C'est bien, Pierre. Les affaires marchent bien, au point que Patrice de Colmont a acquis ce château dans lequel Antoine de Saint-Exupéry a passé une partie de son enfance. Aujourd'hui, le domaine a vocation à devenir la Villa Médicis de l'agroécologie, un lieu d'échange, dit Patrice de Colmont, où l'on pensera au monde de demain. Un laboratoire d'idées à l'aune du réchauffement planétaire.